Lancer, ce webinaire, donc on est ravis de vous accueillir sur cet événement. On part sur à peu près 1 heure et demie, de présentation et d'échange et donc, la question effectivement qu'on va aborder, c'est si l'intelligence artificielle, permettait de compléter l'observation du comportement des taurillons. Donc c'est un sujet en fait qui est associé au projet, Bebop. Le projet Bebop, c'est un projet, qui est financé par le CASDAR et qui touche à sa fin, donc voilà, qui se termine bientôt, d'ici un mois et ce projet, il associe finalement, différentes, structures, donc l'Institut de l'élevage avec, par exemple, Béatrice Mounet et moi-même. Il associe également, l'entreprise Neotech, Vision avec, Vincent Gauthier, Jérôme Manceau que vous verrez intervenir, tout à l'heure. Il associe également, Xavier Boivin de l'INRAE et Quentin Delahaye qui n'interviendra pas aujourd'hui, mais qu'on remercie. Et il s'appuie aussi sur 2 structures, supports de nos études, à savoir, la chambre, régionale d'agriculture des Pays de la Loire avec la ferme des Établières et donc on remercie, Sixtine Fauvio et Laurent Merle, ainsi que, France Limousin Sélection avec, Claire, Duguay. Voilà, donc ce webinaire, vous allez le voir, on va commencer par quelques éléments d'introduction. Donc, il faut voir qu'en fait, ce sujet, Bebop, ce projet, il s'inscrit finalement en complément d'autres actions qui sont menées par la filière. Et l'objectif finalement avec ce projet, c'est de découvrir comment la technologie vidéo, qui dans ce projet-là a été combinée finalement à l'intelligence artificielle, on va voir comment elle se met au service de l'analyse du comportement des taurillons. Donc vous verrez que le projet en est aujourd'hui, au stade de preuve de concept. Néanmoins, c'est un outil qui a des résultats qui sont, déjà prometteurs et donc on va vous parler évidemment de cet outil qui est à destination, d'éleveurs, hein, et l'objectif, c'est de les aider à compléter l'observation de leurs animaux, des taurillons en particulier, à mieux connaître également leurs animaux et éventuellement à détecter des troubles, précocement. Voilà, donc je vous propose finalement pour commencer, de regarder tout de suite une petite vidéo, de démonstration, dans lequel vous retrouverez finalement le plan du webinaire, d'aujourd'hui. Donc Jérémy, je te laisse, activer cette vidéo. Le projet Bebop, financé par le fonds CASDAR, associe l'Institut de l'élevage, l'INRAE, Neotech Vision, France Limousin Sélection avec le site de l'Anneau et la Chambre d'agriculture des Pays de Loire via la ferme des Établières. Un des volets de ce projet consiste à réaliser la preuve de concept de l'utilisation de la vidéo pour automatiser l'analyse du comportement des taurillons. L'objectif, c'est d'aller vers un outil qui analyserait le comportement des animaux pour détecter précocement d'éventuelles anomalies en complément de l'observation de l'éleveur. Les taurillons, comme tous les bovins et animaux en général, mettent en œuvre différents comportements qui traduisent leur état et leur niveau d'adaptation aux conditions d'élevage qui leur sont proposées. Néanmoins, le comportement peut parfois être difficile à observer et à mesurer en continu sans déranger les animaux. C'est de là qu'émerge l'idée de tester l'intérêt de la vidéo, couplée à un système d'analyse automatisée des comportements, pour apporter des informations nouvelles à l'éleveur sur le comportement de ses animaux. Les taurillons manifestent différentes postures, comportements et activités dans leur journée. Parmi les plus courants, on retrouve les postures, coucher debout, les activités d'ingestion, de buvée, la levée, le coucher et les déplacements. D'autres comportements sont aussi particulièrement intéressants, ou activités comme se gratte, se lèche en congénère, lutte ou encore les jeux de langue. Dans ce projet, nous avons équipé 12 cases avec 4 caméras à l'anneau et 8 caméras aux établières. Ces caméras 2D couleur servent habituellement à la vidéosurveillance. Nous avons enregistré des vidéos sur une bande d'engraissement complète en cherchant à capter un peu de diversité avec 2 sites élevant des races d'animaux qui sont différentes et une configuration des bâtiments qui est différente également. Voilà à quoi ressemblent les séquences vidéo que nous avons captées. Cela constitue notre matériel brut de départ. Au-delà de l'observation des animaux, c'est l'analyse de leur comportement qui est particulièrement chronophage. L'intelligence artificielle propose de nouvelles solutions pour automatiser la lecture des images et les classifier.
En matière d'intelligence artificielle, le projet s'appuie sur des méthodologies d'apprentissage profond, appelées aussi deep learning. La première étape est une étape d'apprentissage qui consiste à fournir au réseau de neurones des images que l'on appelle annotées, c'est-à-dire qu'elles associent pour certains comportements et postures adoptées par l'animal une petite étiquette. Ensuite, le réseau de neurones prédit les comportements à partir d'images numériques. L'algorithme prédit donc sur de nouvelles séquences la posture, le comportement ou l'activité des animaux qu'il détecte. Et la qualité de prédiction pour chaque comportement soumis à l'algorithme est évaluée pour traduire sa fiabilité. À terme, les activités et postures produites par l'algorithme seront synthétisées en indicateurs. Ils permettront à l'éleveur de caractériser le comportement des animaux et de détecter d'éventuelles anomalies. Ces indicateurs décriront par exemple le temps passé par posture ou par activité, par jour, son évolution pendant l'engraissement, ou encore des fréquences d'apparition des comportements comme les interactions positives-négatives, ou peut-être un jour les stéréotypies. Le projet Bebop consiste à réaliser la preuve de concept de l'utilisation de la vidéo pour automatiser l'analyse du comportement des taurillons, et à ce stade, un premier groupe d'utilisateurs potentiels a été consulté pour évoquer leurs avis sur les conditions de mise en œuvre de ce type d'outil dans leur atelier d'engraissement. Merci pour la vidéo, Jérémy. Donc on revient effectivement au diaporama. Et pour commencer en fait ce webinaire, on va vous proposer de répondre à deux petites questions qui sont relatives finalement à votre perception à vous de l'intelligence artificielle. Donc elles vont s'afficher finalement directement sur votre écran et on va vous laisser 2 petites minutes pour y répondre. Donc voilà, il faut juste cliquer sur les réponses en descendant sur l'écran. Et donc les 2 questions que vous avez à compléter, c'est pour vous, l'utilisation de l'IA en élevage, est-ce que c'est une source d'inquiétude? Est-ce que c'est un gadget de plus? Est-ce que c'est une piste probable, une piste sérieuse? Est-ce que c'est déjà effectif dans tous les outils numériques? Ou est-ce qu'au final, mais qu'est-ce que c'est que cette intelligence artificielle? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est de donner en fait votre niveau de familiarité avec l'intelligence artificielle. Est-ce que pour vous, est-ce que l'IA et vous finalement, est-ce que c'est un peu beaucoup à la folie, passionnément ou pas du tout? Voilà, ça donne une première idée. On va vous laisser compléter ce petit questionnaire et puis on vous donnera ensuite une première intervention pour commencer à démystifier un peu ce sujet qu'est l'intelligence artificielle. Il reste une trentaine de personnes si vous souhaitez compléter. Je vois que ça continue de compléter. Ok, j'ai l'impression que ça se stabilise. Peut-être qu'on va pouvoir afficher. On a encore quelques participants qui complètent. On se laisse une petite minute et puis on va clôturer ce premier sondage. Alors ça semble être stabilisé. On peut peut-être le clôturer du coup. Ok, donc ce qu'on peut retenir finalement de la première question, donc
finalement l'IA, l'utilisation de l'IA en élevage, vous avez été, ouais, de 5 à, à considérer que c'était une source d'inquiétude. 6 d'entre vous considèrent que c'est un gadget de plus. On a 24 qui nous disent considérer cela comme une piste, probable. 61 des répondants qui ont considéré que c'était une piste sérieuse. Hem, un 13 qui nous disent que c'est déjà effectif dans tous les outils numériques et puis 1 qui nous dit: «Mais au fait, l'IA, qu'est-ce que c'est que ça?» Donc ça nous permet de voir qu'effectivement, c'est relatif, enfin, vous avez complété quand même relativement de façon assez importante la question d'une piste probable ou sérieuse, et qu'on voit quand même apparaître, pour certains soit des sources d'inquiétude, soit, des questions peut-être autour de l'utilité de cet outil et votre niveau de familiarité est relativement partagé, plutôt présent autour un peu de familiarité, autour de 47 vous êtes 47 à avoir choisi cette option. Ensuite 21 à en dire que vous êtes, beaucoup, donc plutôt familier quand même avec, cet outil et puis on a, une dizaine de pourcents là qui doivent l'utiliser ou en tout cas être assez familiers ou très familiers avec cet outil. Quasiment 10 à être complètement, ou pas du tout familiarisés avec cette, techno. Bon, on verra si effectivement on espère qu'avec, ce webinaire, vous en saurez un petit peu plus, tout à l'heure. OK, merci à Jérémy pour le sondage. On va pouvoir revenir au diaporama et effectivement, finalement la première question, c'est, c'est d'essayer de comprendre un petit peu ce que c'est que l'IA ou se fournir en tout cas quelques informations minimales pour pouvoir, suivre ce webinaire, tranquillement et donc pour le projet Bebop, c'est la société donc Neotech Vision, hein, qui a été notre, référente en matière, d'intelligence artificielle et donc, je vais demander à Jérôme, Jérôme Manceau, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots et puis nous dire, quelques éléments autour de l'intelligence artificielle qui serviront la compréhension. Donc bonjour, donc je suis Jérôme Manceau, donc je suis ingénieur en vision par ordinateur et en intelligence artificielle donc à Neotech Vision. On est une société qui est basée au Reux à côté de Rennes. Et donc je vais vous parler un petit peu de l'intelligence artificielle en quelques mots. Donc déjà, je vais partir de la définition du Parlement européen qui dit que l'IA est la possibilité pour une machine de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Donc on voit que c'est assez large, la définition regroupe beaucoup de systèmes à l'heure actuelle. Et puis j'imagine que vous avez déjà tous au moins entendu une fois parler de l'IA, notamment les génératifs qui sont très à la mode en ce moment. Et les génératifs, c'est les algorithmes qui permettent de créer du son, du texte ou des images. Donc ça, on entend beaucoup parler en ce moment. Mais nous, ce qu'on utilise dans le projet Bebop, c'est ce qu'on appelle le deep learning. Donc c'est une sous-catégorie de l'IA qui utilise des réseaux de neurones artificiels profonds pour apprendre à partir de données annotées. Et donc les deep learning est notamment utilisé pour interpréter le contenu d'images et de vidéos. Et nous, c'est exactement ce qu'on veut faire dans le projet Bebop. On veut analyser le comportement des taurillons dans des images et dans des vidéos. Donc c'est pour ça qu'on utilise du deep learning. Et donc, il y a un apprentissage supervisé, c'est-à-dire qu'on va utiliser des données qui sont annotées par des spécialistes et on va donner ces données annotées en entrée du réseau de deep learning pour qu'il apprenne ce qu'on veut lui faire détecter. Et donc, il faut savoir que les réseaux de deep learning sont très efficaces pour réaliser une tâche qui est précise, qu'ils ont apprise. Ils peuvent même des fois surpasser pour certaines tâches l'être humain. Mais par contre, ils sont bons que pour réaliser les tâches qu'ils ont apprises. C'est-à-dire que si ils ont appris qu'est-ce qu'un taurillon qui est debout ou couché, si on lui donne une image de chat, il va être complètement perdu. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Ils vont être très bons pour réaliser une tâche précise, mais ils ne vont pas être capables de faire d'autres tâches qu'ils n'auront pas apprises. Donc maintenant, je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce que le deep learning, donc rapidement. Je vous ai dit, c'est ce qu'on a utilisé dans le projet. Donc ils ont composé de 2 phases. Et la première phase, c'est une phase d'apprentissage. Donc là, je vous ai mis un exemple d'un cas où on a créé un détecteur pour localiser les animaux et classifier leur posture. Donc il travaille sur des images. Donc à gauche, vous pouvez voir, je vous ai mis 3 images d'exemples qui ont été annotées, c'est-à-dire qu'on est venu détourer dans chaque image la position où se trouve l'animal, et on a ensuite classifié sa posture, donc s'il est couché ou s'il est debout. Et donc le principe, c'est qu'on va mettre ces images annotées en entrée du réseau,
qui va venir détecter dans ces images la localisation et la classification de la posture, et il va comparer ce qu'il a détecté avec les annotations. C'est comme ça qu'il va pouvoir calculer une erreur, et au fil des itérations, il va vouloir minimiser cette erreur en changeant ses paramètres. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, ça va être une étape de validation. On va vouloir savoir si le réseau est performant ou pas. Et donc là, on va utiliser d'autres images. On appelle ça une base de validation. Donc, qui est très important que c'est des images qui n'ont pas servi à l'apprentissage du réseau, parce que sinon les résultats seront biaisés. Et donc, on va mettre ces images de la base de validation en entrée. C'est des images qui ne sont pas annotées. Le réseau de neurones donc, va localiser les animaux et classifier leur posture, s'ils sont debout et couchés. Donc, vous pouvez voir l'image à droite qui est passée par le réseau de neurones. Et ensuite, on va comparer avec une vérité terrain qui aurait été faite par une personne, un spécialiste, et on va calculer certains critères qui vont permettre de dire si le réseau est performant ou pas. Donc voilà, je vais te repasser la parole, Agathe. Ouais, merci Jérôme pour ces premiers éléments. Et finalement, vous allez voir qu'avec le projet Bebop, on a fait le pari de s'emparer de cette technologie en l'associant du coup à la vidéo et à des situations d'élevage. Et pour aborder ce travail, je vais solliciter d'abord l'avis de Xavier Boivin qui va se présenter. Donc Xavier, est-ce que tu peux nous dire juste 2 mots finalement sur l'intérêt d'analyser le comportement et pourquoi des caméras peuvent être intéressantes pour nous? Oui, merci Agathe. Bonjour à tous. Je m'appelle Xavier Boivin, je suis directeur de recherche à INRAE, à l'unité mixte de recherche sur les herbivores à côté de Clermont-Ferrand. Et je suis éthologiste de formation et de métier, et je vais expliquer en quoi une approche pluridisciplinaire est importante à la fois pour les éleveurs, mais aussi pour l'éthologiste que je suis. Alors, je voudrais me permettre au départ de vous présenter quelques définitions autour du comportement animal en éthologie pour bien fixer les choses. Le comportement, on le voit comme un ensemble de manifestations motrices observables d'un individu à un moment et dans un lieu particulier. Et ce qui est très important à comprendre dans la thèse de l'éthologie, c'est que l'animal a un cerveau et qu'en fait, les activités qu'on voit, son comportement, ces activités motrices, en fait, elles sont organisées parce qu'il a un cerveau pour pouvoir avoir certaines finalités. Et étudier le comportement, en fait, c'est rendre compte du fait de ce que fait un animal, comment, où, quand, avec qui et pourquoi. C'est ça qui intéresse l'éthologiste, en fait, dans sa démarche quand il est en train d'observer un animal. Alors du coup, je vais vous donner un exemple de méthodologie qu'on utilise classiquement. J'ai repris un exemple dans la littérature scientifique récent qui touche à notre projet, même s'il n'a pas été fait dans notre projet. Il est de mécénès en 2021. On a 50 jeunes bovins qui ont été observés en fait avec comme problématique est-ce que l'enrichissement peut apporter quelque chose, et notamment des brosses peuvent apporter quelque chose à leur bien-être, à leur comportement. Et donc, du coup, comment est-ce que, méthodologiquement parlant, ces auteurs ont observé le comportement des animaux? Et bien évidemment, un des enjeux extrêmement forts, c'était de savoir le comportement avant de mettre les brosses, à la pose de brosse, et dans les jours qui ont suivi jusqu'à 64 jours après la mise des brosses. Et vous voyez les observations visuelles qui étaient réalisées entre 8h et 17h. En fait, on a 2 façons en éthologie d'observer le comportement parce que c'est forcément un échantillonnage du temps. On ne peut pas passer tout son temps jour et nuit avec les animaux. Donc cet échantillonnage, ça peut être par exemple de faire des photos instantanées toutes les 10 minutes. Et dans cette expérience, 3 observateurs avaient été entraînés pour cela, coordonnés, donc ils avaient 95% de précision dans leur façon d'évaluer, d'annoter le comportement. Et ils notaient le nombre d'animaux par part couchés, debout, les animaux mangeant, buvant. Évidemment, on rate énormément d'informations si c'est toutes les 10 minutes. Donc, il y a une autre façon d'enregistrer, c'est en continu. On peut mettre beaucoup plus d'observateurs, en fait, pour enregistrer la fréquence et la durée des comportements. Et là, toujours dans la même expérimentation, vous voyez, il y a 23 observateurs qui ont été entraînés dans et donc, entraîner, ça veut dire aussi que chaque comportement va être défini précisément de façon à ce que chaque personne note de la même façon. Et là, on atteint dans cet entraînement 95% de précision. Et les comportements qu'ils ont notés, c'est des léchages, des jeux de langue, des coups de tête, des chevauchements et évidemment l'utilisation de la brosse parce que c'était l'objet.
Pour vous donner un exemple de ce qu'ils ont observé, ici vous avez différents comportements. Évidemment l'utilisation de la brosse, des chevauchements, des léchages sociaux, des jeux de langue, des léchages de barre et puis des coups de tête. On retrouve des stéréotypies comme les jeux de langue par exemple ou léchage de barre. Et vous avez à entrée continue en fait l'autre témoin contrôle sans la brosse et à entrée pointillée celui avec la brosse. En fait, vous voyez qu'au fur et à mesure du temps, si vous voyez ma souris ici, vous voyez que l'utilisation de la brosse se fait de plus en plus chez ces taurillons. Donc, c'est vraiment quelque part quelque chose qu'ils vont vraiment utiliser. Et vous voyez qu'en fait, entre les animaux qui ont la brosse et ceux qui n'ont pas la brosse, on trouve de grosses différences. Par exemple, sur les léchages de barre, vous voyez qu'il y a très peu de léchage une fois qu'on a mis la brosse par rapport à quand on a la brosse. La même chose, si vous regardez les léchages sociaux, il y en avait beaucoup avant qu'on ait mis la brosse, beaucoup moins avant. Ça n'a par contre pas d'incidence sur d'autres comportements comme les jeux de langue. Si vous prenez les chevauchements, vous voyez ici aussi une énorme différence de chevauchement avec ou sans la brosse. Donc vous pouvez voir que cette brosse, elle a une importance considérable en point de vue comportement et la question d'éthologiste que je suis, c'est évidemment de comprendre comment. Sauf que je vous ai expliqué les ressources humaines nécessaires pour arriver à avoir de telles observations. Et si on est un éthologiste, on n'a pas envie de perturber les animaux en étant là, notre présence peut les déranger. On a envie de les suivre en continu. Et ça ne peut nous manquer. Et les nouvelles technologies peuvent nous apporter ça. C'est pour ça qu'on s'est impliqué dans ce projet. Alors, des nouvelles technologies, ça peut être de mettre des capteurs autour du cou des animaux, des accéléromètres qui vont noter la position debout, couché et l'activité. Et puis aussi, et on a commencé à vous l'expliquer, on peut mettre aussi des caméras avec une analyse qui peut se faire a posteriori ou en temps réel, où on va, la machine, l'intelligence artificielle a cet espoir de pouvoir localiser chacun des animaux, le suivre en temps réel. Et vous voyez qu'on pourrait remplacer évidemment tous les observateurs par cette intelligence artificielle. Et la suite du projet va vous expliquer un peu comment on a travaillé pendant tout ce temps-là. Super, merci Xavier pour cette intro sur la partie comportementale, en tout cas sur l'intérêt que représente l'analyse du comportement. Et pour rentrer finalement sur le projet, sur la façon dont on a travaillé, on va vous présenter le matériel qui a été installé sur les fermes sur lesquelles on a commencé à capter des vidéos. Donc Vincent, je te laisse la parole pour nous en dire un peu plus. Ouais, merci Agathe. Donc Vincent Gauthier, je suis le dirigeant de Neotech Vision. Notre métier, c'est d'extraire des informations en automatique sur tout type d'image, tout type d'industrie. Et on travaille depuis pas mal d'années autour des problématiques qui sont assez complexes autour du vivant, en l'occurrence là, des animaux. Donc, pour pouvoir observer ces animaux, on avait quelques contraintes. Vous avez vu dans le petit film de présentation qu'il y a des caméras qui ont été placées en haut des bâtiments. Donc, elles sont un peu à l'abri, mais elles sont quand même à tout vent et à l'humidité. Donc, il fallait qu'on choisisse du matériel résistant, donc fait pour fonctionner à l'extérieur, ce qu'on appelle de l'IP67. C'est le niveau d'étanchéité à l'eau et à la poussière. Il fallait aussi qu'on puisse les installer dans différentes configurations, différentes hauteurs. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi un matériel qui est équipé de ce qu'on appelle un zoom pilotable. Donc, une fois qu'on l'a placé au plafond, après, à distance, on est capable de jouer sur son zoom. Un fonctionnement de jour comme de nuit. Donc, ce sont des équipements qui intègrent ce qu'on appelle un éclairage proche infrarouge. Et puis, simple à installer, assez faible budget. Donc, on est parti sur des solutions qui sont utilisées en vidéosurveillance, qui utilisent des câbles, ce qu'on appelle du câble Ethernet, avec de la transmission compressée, alimentation par le même câble, et possibilité d'utiliser des enregistreurs multicaméras, ou à terme, ce sera directement relié à un calculateur pour interpréter les images. Donc, si on regarde un peu l'emplacement, donc là, c'est ce que vous avez vu, hein, nos caméras sont placées au plafond. Donc, il y a une petite contrainte, c'est qu'il faut un petit équipement pour pouvoir aller les placer et passer les câbles. Et puis, bon, l'avantage d'avoir des caméras directement alimentées par le même câble, c'est que il n'y a pas de partie électrique supplémentaire à installer. Donc, au niveau des sites, donc, comme vous l'a dit Agathe en introduction, donc on a deux sites pilotes. On a le site de l'Anneau avec des cases relativement petites, peu d'animaux. Donc là, on a placé une caméra en vue frontale, c'est l'image que vous avez
en bas à gauche. Et comme on ne savait pas trop comment on allait utiliser nos images, on a aussi placé des caméras en vue latérale, en vue de côté, pour essayer d'avoir un autre point de vue. Alors qu'aux établières, on a des cases beaucoup plus grandes, donc beaucoup plus en longueur. Donc là, on a fait le choix de placer toujours 2 caméras, mais une qui regarde la partie avant et une qui regarde la partie arrière. Et chacune de ces caméras observe 2 cases à la fois. Et puis, ce qu'on a constaté assez rapidement, c'est que l'activité principale se fait autour de la mangeoire à abreuvoir. Donc, il est important d'avoir au moins une caméra qui observe cette zone qui est assez critique. Voilà sur la partie matérielle. Merci Vincent. On va procéder finalement à une première phase de questions. Donc, on va se laisser 5 minutes pour que vous puissiez aller dans le chat si vous avez des questions, que ce soit sur l'intérêt du comportement ou alors sur les questions de matériel qui ont été abordées jusqu'à présent. Donc, on vous laisse, si vous avez des premières questions à faire remonter, n'hésitez pas. Et puis, Béatrice, je te laisse peut-être nous dire si tu as des questions déjà qui pourraient intéresser, qu'on pourrait relever en mode public tout de suite. Alors bonjour, il y a une première question que vous devez voir sur le chat public qui concerne le volume d'images. Alors je pense que c'est plutôt la séquence d'après. Jérôme va nous parler de ça, mais peut-être que ça peut être déjà abordé à ce moment. En tout cas, c'est la seule question sur le sujet pour le moment. Je vais te répondre. Donc, du coup, j'en parlerai un petit peu après, mais du coup, c'est une personne de l'INRAE, donc Quentin, qui a regardé, il me semble, plus d'une centaine d'heures de vidéos. Donc, c'était un boulot très important même. Donc, voilà. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'une des difficultés, donc c'est une technologie très prometteuse, mais il faut quand même être conscient qu'il y a un gros boulot au niveau de cette annotation pour créer ce qu'on appelle des datasets quand on est sur des cas qui n'ont jamais été étudiés. Si vous voulez faire de la reconnaissance de visage dans la rue, vous prenez des datasets, vous demandez aux Chinois, vous demandez à n'importe qui ou à Facebook de vous fournir un dataset, et là, vous pouvez configurer votre système très rapidement. Nous, ce n'était pas notre cas. On a regardé ce qui existait. Malheureusement, il n'y avait pas grand-chose. Alors, une autre question autour du prix du matériel, les caméras essentiellement pour l'instant. Alors, sur des caméras de vidéosurveillance comme celles qu'on a installées, on est aux alentours de, alors, je ne vais pas dire de bêtises, 150 € la caméra, il y a un peu de câble, et nous, on a mis un enregistreur parce qu'on en avait besoin pour le projet. À terme, ce serait un calculateur type PC. Donc, une installation, donc ça va dépendre évidemment du nombre de cases, parce qu'il va falloir autant de caméras que de cases. Donc là, et puis derrière, ça va dépendre aussi du produit qui sera développé, comment il va être amorti, qui est-ce qui le commercialise, etc. Parce qu'il y a toute une partie un peu d'amortissement du développement logiciel. Une question un petit peu plus technique autour du nombre de pixels par animal en fonction de la configuration de l'installation. Non, effectivement. Alors déjà, nos caméras qui sont placées en haut, légèrement inclinées, quand les animaux sont au fond de l'image ou beaucoup plus proches de la caméra, on n'a pas la même résolution, c'est-à-dire le même nombre de pixels par animal. Et c'est là qu'intervient aussi l'intérêt de l'intelligence artificielle, à condition d'avoir appris des exemples d'animaux un peu dans tous les cas de figure. Elle est capable de nous retrouver beaucoup de choses. On verra les limitations tout à l'heure. Jérôme nous en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Plusieurs questions, mais auxquelles on répondra au cours du webinaire sur les perspectives, le déplacement, etc. Peut-être quelque chose qui est un peu plus prospectif, la possibilité de caméra en Wi-Fi. Comment vous la voyez, puisqu'on est à l'étape matérielle?
Pourquoi pas? Après, ça dépend des contraintes du site. Et puis, du coup, si on met une caméra en Wi-Fi, de toute façon, il faudra tirer un câble pour l'alimenter. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas fait, nous, on n'a pas fait ce choix-là, parce que de toute façon, installer un câble Ethernet ou un câble pour alimenter la caméra, le coût d'installation est à peu près la même chose. Ok. Et peut-être une dernière question, Agathe, pour rester dans le timing. Finalement, on n'a pas beaucoup parlé du stockage des images, même si là aussi, Jérôme peut peut-être en parler tout à l'heure, mais globalement, non, en cloud, pas en cloud, voilà. Alors, au départ, on était parti sur 100% des vidéos, mais on s'est rendu compte que ça représentait un très gros volume. Donc, du coup, on a gardé ensuite que les vidéos où il y avait le plus de mouvements de la part des animaux. Donc, plutôt en journée et dans les phases où ils allaient manger. Il me semble que c'est ça, Agathe. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Mais, Ouais. L'autre point, c'est que là, on parle de vidéos qu'on a eu besoin de stocker, mais c'est pour les besoins de l'étude. Si on se projette sur un système pour l'utilisation finale, effectivement, il y a deux options. Soit on transmet vers un cloud, mais s'il y a beaucoup de caméras, si le site n'est pas équipé de fibres ou d'un réseau très rapide, ça ne marchera pas. Donc l'idée, c'est plutôt d'avoir ce qu'on appelle du edge. Donc le edge, c'est quoi? C'est un calculateur qui digère les images au fur et à mesure sur le site et ne transmet que des datas ou des alarmes. Et une vraiment dernière question, parce que c'est encore du matériel. Qu'est-ce qui a pu vous gêner dans la qualité de la vision, de l'observation, par exemple, poussière, voilà, mais on peut élargir finalement la qualité de l'image. Ouais, le principal gêne, c'était l'éblouissement dû au soleil. Alors, je sais pas, tu montres des images de ça. Donc, on a des cas de figure où le soleil, parce qu'on est sur pas mal de cases qui sont semi-ouvertes, alors c'est surtout à l'anneau, ça. Et du coup, il y a le plein soleil qui vient sur la partie mangeoire, par exemple, et au fond, c'est en plein dans la pénombre. Donc, un des défauts des caméras de vidéosurveillance, c'est qu'elles s'adaptent en automatique à la quantité de lumière. Et donc, quand elles sont à cheval sur du très clair et du très sombre, elles se mettent entre les deux. La zone claire, on voit assez bien, et la zone sombre, on ne voit plus rien. Ok, merci déjà pour cette première phase de questions. Alors, il reste encore quelques questions dans le chat, donc soit on les reprendra tout à l'heure si elles sont liées finalement aux présentations de la suite, soit s'il y a encore des questions qui arrivent par exemple sur le matériel ou autre, on répondra aussi après le webinaire par mail directement à vos questions. Donc, n'hésitez pas à alimenter le chat, même si on ne relève pas toutes les questions en direct, on répondra aux questions ensuite pour celles qui n'ont pas été abordées pendant le webinaire. Donc, on va poursuivre notre présentation et on va finalement aborder la façon dont l'IA a été utilisée dans ce projet-là. Et donc, Jérôme, je vais te laisser la main pour évoquer finalement l'algorithme qui a été utilisé, que tu as développé pour prédire le comportement des taurillons. Merci Agathe. Donc effectivement, donc je vais vous présenter le système qui permet de faire une analyse vidéo automatisée du comportement des taurillons. Donc il y a quatre grandes étapes. Donc, Vincent vient de vous parler du matériel. Donc la première étape, c'est de poser des caméras et de récupérer des vidéos. La deuxième étape, ça va être d'annoter ces vidéos. Donc on vous a déjà un peu parlé, mais c'est une étape très importante et qui est très coûteuse, que ce soit en temps. Et donc il faut savoir que si cette étape est mal réalisée, ça va provoquer que le système n'aura pas de bonne performance. Donc il faut qu'une personne qui sache, un spécialiste du comportement, puisse regarder ces vidéos et qui la note, dise là il y a un bovin, un taurillon qui est debout, un qui est en train de se lécher, et voilà, un qui est en train de lutter avec un autre. Donc voilà, donc cette étape est vraiment très importante. Et on va se servir de ces annotations pour ensuite entraîner des réseaux de neurones, des réseaux de deep learning. Voilà, donc c'est une étape que je vais présenter après. Et donc la quatrième étape, ça va être de calculer la sensibilité et la précision. Donc c'est des critères qui vont permettre de comparer à une vérité terrain qui aura été faite par un spécialiste et de savoir si notre système est performant ou pas. Voilà, donc la première partie vous a été présentée par Vincent, donc je ne vais pas y revenir. Donc je vais commencer par la deuxième partie sur les annotations.
Donc déjà, on a divisé en deux les activités. Il y a les activités qu'on a appelées statiques, c'est-à-dire debout, couché, mange et boit. C'est-à-dire ce sont des choses qu'on peut voir sur une image. On va être capable de dire en regardant qu'une image s'il est debout, s'il est couché, ou s'il mange ou s'il boit. Et donc, le réseau de neurones qui va être entraîné va travailler image par image. C'est-à-dire qu'il va dans toutes les images, il va essayer de localiser tous les animaux et il va essayer aussi de savoir s'il y a une de ces postures, donc debout, couché, ou s'il boit ou s'il mange. Et hop, il y a un deuxième, donc les comportements dynamiques. Donc, c'est-à-dire ce sont des comportements où il va être difficile en regardant qu'une image de dire si c'est vraiment le comportement qu'il est en train de faire. Oula. Donc, par exemple, si un taurillon se lève ou se couche, si on regarde qu'une image, ça va être difficile à dire. Et donc là, c'est pour ça qu'on va travailler plutôt sur des séquences d'images. Et donc, Neotech Vision a développé un logiciel qui s'appelle Tattoo, et donc qui a été créé pour simplifier la tâche à la personne qui a fait les annotations. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir arrêter la vidéo quand on voit un comportement intéressant, de pouvoir définir le début et la fin du comportement, et aussi de définir quel animal dans l'image, dans la vidéo, a fait ce comportement. Et donc, à partir de ces annotations, on va pouvoir venir ce qu'on appelle extraire des séquences d'imagettes. Donc là, c'est ce que vous pouvez voir à droite. Donc là, on voit un animal qui est en train de se lécher et un animal qui est en train de donner un coup de tête à un autre sur la séquence du bas. Et donc, c'est ces séquences d'imagettes qui vont nous permettre d'entraîner un deuxième réseau de neurones qui, lui, va classifier ces séquences d'imagettes. Voilà, donc la première phase, la deuxième phase, c'était les annotations. La première phase, c'était l'enregistrement par les vidéos. Donc après, la troisième phase, ça va être la phase d'apprentissage. Donc nous, on a travaillé avec deux réseaux séparés, c'est-à-dire le premier réseau qui travaille image par image, donc sur les activités statiques, que j'ai dit tout à l'heure. Donc il y a 790 images qui ont été annotées. Donc à chaque fois, dans les images, on est venu détourer la position de chaque taurillon et indiquer ensuite s'il était debout, couché, s'il mangeait ou s'il était en train de boire. Donc, il faut savoir qu'il est conseillé, pour que le système fonctionne bien, qu'il y ait au moins 1000 annotations par activité. Donc là, c'est le cas dans les 790 images. Donc ça, c'était pour les activités statiques et pour les activités dynamiques. Donc là, on a travaillé avec un autre réseau de neurones qui va lui classifier des séquences vidéo, séquences d'imagettes. Et donc là, il est conseillé d'avoir plus de 100 séquences par activité. Donc c'était le cas aussi. Donc là, c'est pareil, je vous ai mis donc les mêmes que tout à l'heure, donc un coup de tête et se lèche. Et donc, on va donner à ça à manger, entre guillemets, au réseau de neurones, et il va apprendre qu'est-ce que sont ces activités. Voilà, donc là, on a parlé de la première phase, donc ce qui consistait à enregistrer les vidéos. Après, une étape très importante qui est les annotations, et ensuite les entraînements des deux réseaux de neurones. Et maintenant, je vais vous expliquer comment marche le système. Donc, une fois qu'on a fait les 3 premières étapes, voilà. Donc, lui, il est composé de 5 sous-étapes. Donc, la première, ça va être le premier réseau de neurones qui va l'effectuer. Donc, il va localiser les taurillons dans la case. Donc, là, comme vous pouvez voir sur l'image à droite, donc, chaque animal est localisé. Et ensuite, il va aussi classifier donc, son comportement statique. Donc, en jaune, vous pouvez voir, il a indiqué que les animaux étaient en train de manger. En bleu, les animaux sont couchés. Et en rose, les animaux sont debout. Il y a aussi en vert où les animaux boivent, il n'y en a pas sur l'image. Donc ça, c'est les 2 premières étapes, localiser et classifier la posture statique. Ensuite, on va passer sur une 3e étape qui est une étape de suivi. Donc ça, c'est un autre algorithme que je n'ai pas encore parlé, mais du coup, l'idée, ça va être de donner un numéro à chaque taurillon et on va essayer de les suivre pendant plusieurs secondes, voire minutes, pour ensuite pouvoir extraire des petites séquences d'imagettes. Donc là, vous pouvez voir sur l'image, donc il y a 6 taurillons sur la gauche. Et donc, on a chacun un numéro de 1 à 6. Donc, on va vous montrer une petite vidéo qui va montrer sur quelques secondes comment ça peut fonctionner. Jérémy, est-ce que tu peux lancer la petite vidéo? Super. Voilà, donc là, il a suivi sur quelques secondes les animaux. Et on a pu déjà voir que l'animal en haut à gauche est passé de l'indice 6 à l'indice 8. Voilà, donc là, on voit que l'algorithme de suivi n'est pas parfait. Et c'est dû notamment au fait que c'est plutôt des algorithmes qui sont utilisés à la base pour travailler sur des humains. Donc un humain, c'est habillé avec des couleurs différentes, avec des vêtements différents.
avec des cheveux de couleurs différentes. Et donc, c'est tout de suite plus facile pour un algorithme de suivre ce type de gens que des animaux qui sont de même couleur, marron. Et donc, en plus, le deuxième inconvénient, c'est que les animaux sont dans des petites cases, donc ils vont souvent se croiser, ils vont se cacher, se masquer. Donc, du coup, ça va encore mettre des difficultés à l'algorithme. Et du coup, nous, ce qu'on veut, c'est pas de suivre les animaux du début jusqu'à la fin, donc pendant plusieurs heures. Nous, on veut juste pouvoir extraire des séquences d'imagettes de quelques secondes, voire minutes. Et donc, avec cet algorithme de suivi, on va quand même pouvoir le faire. Donc, c'est pour ça qu'après cet algorithme de suivi, donc on va passer sur la quatrième étape, qui est l'extraction de ces petites séquences. Donc là, je vous ai mis deux séquences qui ont été extraites après le suivi. Donc, un animal qui est en train de se lécher, un animal qui est en train de se coucher, de se lever, pardon. Voilà. Donc, après l'algorithme de suivi, on va pouvoir extraire plein de petites séquences qui vont être ensuite envoyées au deuxième algorithme de deep learning. Et lui, il va prendre chaque séquence de quelques secondes ou de quelques minutes et il va devoir les classifier en disant, cette séquence, il y a un animal qui est en train de se lécher, cette séquence, il y a un animal qui est en train de se coucher, en train de se déplacer ou de se lever, ou alors l'animal ne fait rien d'intéressant qu'on voulait repérer. Voilà, donc là, je vous ai présenté un peu les différentes étapes donc, du système. Et donc, l'étape d'après, ça va être de savoir si ce système est performant ou pas. Et donc, on va vouloir comparer les prédictions de l'algorithme avec une analyse qui a été faite par un humain, par un spécialiste. Donc, pour cela, on a créé ce qu'on appelle un jeu de validation. Donc, on a sélectionné des vidéos qui venaient de deux sites, donc les Lano et les établières, avec des vidéos aux 3 stades d'engraissement, au début, au milieu et en fin, à différents horaires de la journée. Notamment, ça permet d'avoir différentes météos, quand il y a du soleil, quand il y a le temps gris, avec les différents angles vus de la caméra, et aussi des vidéos qui n'avaient pas servi à entraîner les algorithmes pour ne pas biaiser les résultats. Et donc, ces vidéos ont été mises en entrée du système, et donc on a obtenu en sortie les détections les comportements qu'il a détectés dans les vidéos, et on va les comparer avec une analyse faite par un spécialiste. Donc, c'est pareil, le spécialiste a aussi regardé les vidéos et il a détecté le nombre d'animaux qui ont marché dans ces vidéos, le nombre d'animaux qui se sont couchés, se sont mis debout. Et donc, on va vouloir les comparer avec les résultats du réseau, de notre système. Et donc, pour ça, on va utiliser 2 critères. Donc, le premier critère, c'est la précision. Donc, c'est les vrais positifs sur les vrais positifs plus faux positifs. Donc, qu'est-ce qu'un vrai positif? Donc, je vous ai mis un exemple en haut là. Donc, vous voyez la vérité terrain. Il y a vraiment 2 taurillons dans la case et l'algorithme a vu 2 taurillons. Donc là, on peut dire qu'il y a eu 2 vrais positifs. L'algorithme a bien détecté, il a bien fait son travail. Autrement, il y a les faux positifs. C'est-à-dire que là, donc, il y a toujours 2 taurillons dans la case, mais l'algorithme en voit 3. Donc, il a vu les 2 bons taurillons, donc ça fait 2 vrais positifs. Et le troisième qui a été repéré, c'est un faux positif. Et donc, à partir de ça, on va pouvoir calculer la précision. Donc là, je vous ai mis la précision qu'on a obtenue pour la détection, donc la localisation des animaux, pour le coucher, debout, se lève, se couche, mange, boit et se déplace. Donc, on voit que la précision est meilleure pour les activités statiques qui ont été juste obtenues avec le premier réseau de neurones. Et on voit que sur les activités dynamiques, il y a plus de mal. En effet, il peut y avoir 3 causes d'erreur. Notamment, il faut d'abord que les animaux soient localisés par le premier réseau de neurones. Ensuite, il faut que l'algorithme de suivi fasse bien son travail. Et aussi, il faut que l'algorithme de classification des séquences fasse aussi bien son travail. Il peut y avoir 3 sources d'erreur. Donc, on travaille encore à l'heure actuelle pour essayer d'améliorer ces chiffres, notamment sur les activités dynamiques. Donc, le deuxième critère, c'est la sensibilité. Donc, c'est les vrais positifs sur les vrais positifs plus les faux négatifs. Donc, les vrais positifs, donc, je vous ai déjà présenté précédemment. Et les faux négatifs, c'est-à-dire que là, on va avoir une vérité terrain où il y a 2 taurillons qui sont dans la case et l'algo va en voir qu'un. Donc, il va y avoir un vrai positif et un faux négatif. Les faux négatifs, c'est les taurillons qui ne vont pas pouvoir être localisés. Donc, comme pour la précision, on a calculé aussi la sensibilité, donc pour la localisation, debout, couché, se lève, se couche, mange, boit et se déplace. Donc là, on voit que c'est sur la posture couchée qu'il a le plus de mal. Et notamment, ça revient un peu à la question que tu as eue tout à l'heure. Les animaux qui sont dans le fond, on s'est rendu compte que quand ils étaient couchés, c'était soit masqué, ou soit comme ils sont très loin de la caméra, ils sont petits. Et donc l'algorithme a plus de mal à les voir. Et donc là, on va avoir plus de ratés. Et à contrario, par contre, l'activité mange qui va avoir la meilleure sensibilité, là, les animaux vont être très proches de la caméra. Ça va être beaucoup plus facile de les localiser et de voir ce qu'ils sont en train de faire, donc ils sont en train de manger. C'est pour ça que la sensibilité est meilleure pour mange. Et comme pour la précision, on est en train de travailler encore pour essayer d'améliorer ces chiffres.
Et donc, pour finir, je vais vous présenter aussi une autre courbe de résultats. Donc là, vous avez donc le nombre d'animaux en ordonnée et l'heure en abscisse. Donc en bleu, ça représente la vérité terrain. Donc c'est le nombre d'animaux couchés dans la case qu'a détaillé le spécialiste. Et en orange, vous avez ce qu'a dit l'algorithme. Et donc on peut voir que la dynamique de la courbe est presque identique à la vérité terrain. Voilà. Donc, je vais te repasser la parole, Agathe, pour la partie d'après. Ouais, merci Jérôme pour ces premiers éléments là, qui nous montrent les performances de l'algorithme à l'heure actuelle. On sait que voilà, c'est quelque chose qui va évoluer hein, au fur et à mesure des informations qu'on peut donner à l'algorithme. Ça permet déjà d'avoir une première idée de son niveau de performance. La suite, finalement, c'est de vous expliquer ce qu'on va pouvoir faire avec ces algorithmes dans le détail. Et on en est actuellement à la construction d'indicateurs comportementaux, puisqu'effectivement, l'idée, c'est quand même pour avoir un intérêt concret pour l'éleveur, c'est pas forcément de regarder les vidéos en continu, hein, mais c'est plutôt d'aboutir à des indicateurs comportementaux, voire même à la création d'alertes pour faciliter l'évaluation et puis éventuellement la gestion des animaux en cas d'anomalie. Donc, nous sommes actuellement donc en train de travailler à l'élaboration d'indicateurs comportementaux. Alors, l'objectif finalement, effectivement, c'est de transformer les images qui ont été produites et les séquences qui ont été classées, les postures qui ont été détectées, les activités qui ont été détectées par l'algorithme en des représentations graphiques ou en tout cas des formes qui soient valorisables et utiles et utilisables par l'éleveur. Donc, ce sur quoi on travaille dans l'immédiat, c'est les éléments qui sont en gras, donc à savoir les postures, donc debout, couché, l'ingestion et la buvée. Alors on travaille principalement sur cela pour le moment parce que c'est les éléments qui sont le mieux prédits par l'algorithme dans l'immédiat et dans un futur proche, on va effectivement faire les mêmes types de travail pour caractériser finalement les interactions positives entre les animaux, les interactions négatives et peut-être un jour les stéréotypies si les algorithmes et si les caméras arrivent à nous fournir des éléments qui soient suffisamment précis pour être ensuite synthétisés et rendus à un éleveur, quoi. Donc ouais, là, on est sur l'objectif de travailler à des représentations graphiques. Et ce qu'on fait au final, ce qu'on explore en fait en termes au niveau statistique, donc là avec notre service Datastat, c'est par exemple de travailler sur les durées. Donc les durées, par exemple, au sein de chaque posture, combien de temps les animaux passent couchés, combien les animaux passent de temps debout. Ça permettrait, par exemple, de confirmer le respect des temps de repos des animaux. On peut aussi avoir des informations sur la durée d'ingestion ou la durée de buvée. Donc là, ça pourrait traduire en fait des niveaux de concurrence plus ou moins importants par rapport aux ressources qui sont mises à disposition des animaux d'une case. On peut travailler aussi sur des fréquences par exemple de changement de posture pour traduire l'agitation d'une case ou au contraire leur calme. Et voilà, donc dans le futur, on pourrait aussi travailler à d'autres éléments, comme par exemple explorer la synchronisation d'un groupe, ou éventuellement travailler à leur localisation dans la case et repérer finalement peut-être des zones qui seraient sous-utilisées, qui permettraient de traduire des conditions d'ambiance qui seraient particulières dans la case et qui ne seraient pas forcément celles de toute la case. Ouais, donc il y a pas mal de possibilités encore. Donc, voilà, donc là, l'objectif, le premier, c'est de réaliser des représentations graphiques donc, pour l'éleveur. Et le deuxième élément qu'on est en train de préparer, c'est la préparation de normes, puisque l'objectif, ce serait de proposer des références auxquelles l'éleveur pourrait se comparer.
Donc l'établissement finalement de ces normes, elles s'appuient sur, l'analyse de séquences qui vont être réparties finalement à différents stades, d'engraissement sur les 2 sites, sur différents horaires de la journée pendant plusieurs jours et cetera. Et donc, quand on explore finalement la variabilité, qui peut exister entre des journées, entre des cases, entre des sites, entre des stades d'engraissement, différents, ça va nous aider finalement à décrire, une norme ou à caractériser, la situation comportementale entre guillemets «normale» ou classique de taurillon dans ce type de système, d'élevage. Notre objectif effectivement à la suite, hein, ce sera une fois qu'on aura ces normes et bien ce sera de détecter des déviations, comportementales, par rapport à ces normes. Et pour ce travail, en fait, on l'a initié dans le cadre du projet, Bebop et on le poursuivra dans le cadre d'un projet qui sera, enfin qui est déjà financé par le LIT, Ouesterel. Donc ces travaux, ils vont prendre encore, du temps, hein, et à terme, on aimerait effectivement les renforcer par d'autres sites d'exploitation pour avoir des normes finalement qui soient, plus robustes et qu'on soit plus pertinent dans, les déviations qu'on pourra caractériser et retransmettre à l'éleveur. Alors un premier exemple, d'illustration finalement d'indicateur, qu'on calcule. Donc c'est finalement à partir des vidéos qu'on capte, et du travail de l'algorithme. Donc une fois qu'il a classifié les postures et les activités de nos animaux, on arrive finalement à regarder par exemple les fréquences d'animaux qui sont couchés au cours du temps et si là on prend ce graphe, en fait chaque courbe représente une case, donc un groupe, d'animaux. Donc là par exemple, on est sur, les photos sont des établières mais le graphique est établi sur l'anneau, donc on a, 6, en général 6 jeunes veaux, ensemble et on voit qu'on peut extraire des informations qui sont déjà assez, faciles, hein. Par exemple, sur la synchronisation des animaux sur les 4 cases qui présentent un profil qui est relativement, similaire entre les cases. On reconnaît aussi facilement les périodes d'activité des taurillons. Entre 7 heures, par exemple, et 11 heures le matin, on voit qu'on a des animaux qui sont, principalement debout, donc en tout cas très peu couchés dans ce que nous dit, le graphe. Puis ensuite, on a une phase de repos qui est marquée avec, entre 11 heures et 14 heures principalement et puis à nouveau une phase, d'activité avec des animaux qui sont à nouveau, debout. Ouais, donc ça, c'est un exemple, hein. Il y a bien d'autres, technologies qui réalisent, ce type de rendu aujourd'hui et l'intérêt évidemment, ce sera de décliner ce type de travail sur, des comportements qui sont plus fins et voilà, pour nous permettre, d'aller sur, des choses un peu plus poussées en termes de comportement. On va procéder à une nouvelle phase de questions. Donc là, il est 14h30. On a, oui, presque un quart d'heure ou 20 minutes de phase de questions. Donc, Béatrice, si tu as déjà des éléments dans le chat qui peuvent, être, en rapport, en tout cas, avec les présentations par exemple, de Jérôme ou la mienne et si tu peux nous les faire, ressortir, ce serait super et puis sinon, on vous laisse, alimenter le chat avec les questions, qui vous viennent. Pardon, déjà 2 questions un tout petit peu liées. La première, finalement, est-ce que le système peut ou pourra à terme travailler sur du comportement individuel, avec notamment des questions, des remarques autour du potentiel de la RFID? Finalement, si on couple ça à de l'identification individuelle des animaux, est-ce qu'on va pouvoir suivre individuellement un animal? Voilà, bon, déjà, cette première question, c'est l'autre question. Une première question. Est-ce que Jérôme, Vincent, est-ce que vous voulez commencer à répondre ou est-ce que... Ça sort un peu de nos compétences. Nous, on est plutôt analyse d'image, mais on comprend bien et on sait qu'il y a des travaux dans ce sens sur d'autres types d'élevage. C'est peut-être l'avenir, mais bon, c'est un nouveau projet ça sera un nouveau projet à démarrer. Ouais, parce qu'effectivement, nous, pour le moment, on travaille vraiment sur, la détection des animaux à l'intérieur de leur case. Donc, on n'a pas d'informations individuelles et on est vraiment sur, la caractérisation du comportement des animaux, de toute la case, quoi. Effectivement, à terme, c'est des choses qui pourraient être, évidemment, assez excitantes d'avoir, des informations individuelles et effectivement, la partie RFID, ça pourrait être une solution pour avoir un suivi individuel et en continu,
de nos animaux. C'est pas ce qu'on a prévu hein, dans ce premier projet-là, mais effectivement, ça pourrait faire partie d'éléments dans le futur. Ouais. De toute façon, Alors, pardon, vas-y. Ouais, que c'était une difficulté dès le départ du projet, parce que les animaux choisis, soit de robes presque blanches et d'autres marrons, il n'y a pas beaucoup de signes distinctifs comme on pourrait avoir sur des vaches laitières, des choses comme ça. Ouais, avec des taches qui renseignent, effectivement, qui permettent de caractériser ou reconnaître les animaux de cette manière-là. Donc, c'est vrai que comme ils ont une robe uniforme, c'est quelque chose, effectivement, qui est une première difficulté. Donc, en dehors de la RFID, il n'y a pas beaucoup d'autres outils pour le moment pour ouvrir des pistes de caractérisation individuelle des animaux. Ouais. Alors peut-être une petite question un petit peu matérielle et technique, on va dire. Finalement, là, vous nous avez montré comment vous avez travaillé sur 2 sites. Si on devait aller sur un autre site, est-ce qu'il faut reprendre une phase d'apprentissage ou voilà, quelle est l'adaptabilité du système pour vous? L'idée, c'est de ne pas avoir à faire un réapprentissage à chaque fois. Là, donc, pour l'instant, on a travaillé sur 2 sites. Donc, je pense que pour que ça fonctionne bien, il faudra encore un peu enrichir la base. Mais au final, l'idée, c'est vraiment qu'à chaque fois qu'on a un nouvel élevage, on n'ait pas besoin de refaire un apprentissage. Sinon, il faut refaire des annotations. Donc, ça prend beaucoup de temps, c'est très coûteux. Donc, l'objectif, c'est ça, c'est d'avoir un algorithme qui marche dans tous les élevages. Ouais, je pense que ça, c'est effectivement… Pour l'instant, on n'a que 2 races, mais le but, ce serait d'aller sur d'autres types d'animaux pour compléter la base d'apprentissage. Mais après, je dirais, si on place les caméras à peu près de la même façon, donc en hauteur, en vue à peu près plongeante, qui regarde plutôt en priorité la partie mangeoire, on aura des résultats très proches. Par contre, ce qui sera peut-être intéressant de travailler sur les autres élevages, c'est tout le travail autour des normes, où effectivement, là, pour le moment, on va créer un premier jeu de normes qui caractériseront les comportements moyens des animaux sur nos 2 sites. Néanmoins, dans des élevages peut-être qui seraient élevés de manière un peu différente, ça pourrait être intéressant d'enrichir ces éléments-là, et on pourrait avoir des normes qui se caractérisent non seulement par le comportement, j'ai envie de dire, global des taurillons, et puis un deuxième jeu de normes qui serait plus précis et adapté en fait à l'élevage, avec une constitution de normes qui se ferait sur l'élevage en direct et qui comparerait par exemple la situation des animaux aujourd'hui par rapport à celle du même élevage il y a quelques jours précédemment, quoi. Donc on pourrait effectivement avoir, même si c'est pas forcément sur l'apprentissage de l'IA, on pourrait avoir une constitution de normes qui évolue et qui se recrée en fonction de chaque élevage, quoi. Alors, deux autres questions. Il y a plein de questions très, très techniques pour le coup sur le modèle et je vous propose, Vincent et Jérôme, d'y répondre en aparté, peut-être directement aux interlocuteurs plus tard par mail. Par contre, il y a des questions autour du taux d'images par seconde et en corollaire, finalement, la question de la dépense en énergie, c'est-à-dire si on diminue ce taux, finalement, est-ce qu'on peut économiser en énergie? Du coup, on a enregistré donc les vidéos à 20 Hz, donc 20 images par seconde. Mais l'idée après, c'est pour certains comportements se lever, se couche, on peut travailler à 1 image par seconde. Donc, on peut baisser la fréquence et donc réduire les coûts. Il y a certains, si on veut détecter les jeux de langue, pour l'instant, on n'a pas fait trop de tests dessus, mais il faudra aller plus vite qu'une image par seconde. Donc, ça va vraiment dépendre du comportement qu'on veut détecter. Ok. Et donc, sur l'énergie, éventuellement, l'économie d'énergie, si on diminuait cette fréquence, est-ce que vous pensez que ça générerait des économies? Oui, effectivement, plus on diminue la fréquence, moins ça fait d'images par seconde à analyser. Donc, on diminue le coût de calcul et forcément la dépense énergétique, bien sûr. Une question autour, alors des questions plutôt pour Agathe sur les perspectives, c'est-à-dire plusieurs personnes ont fait des remarques ou des questions autour du lien entre les indicateurs qu'on a pu mesurer avec ce système et le GMQ ou des problèmes de santé. Ce que tu nous as dit, c'est les pistes dans lesquelles vous allez, mais pas forcément fonctionnelles encore. Oui, c'est ça. Pour le moment, en fait, on est vraiment sur l'étude des
des caractères et des comportements qu'on a pu capter sur les bandes qu'on a enregistrées au niveau de l'anneau et des établières. Effectivement, à terme, il va falloir qu'on creuse tout ça. Donc déjà, on va constituer des indicateurs comportementaux, donc d'intérêt, et ensuite, on cherchera effectivement à les mettre en relation avec des événements sanitaires éventuels qui sont intervenus sur les élevages pour essayer de caractériser des déviations à ces situations comportementales dites normales, de manière à pouvoir commencer à travailler sur ces questions d'alerte, quoi. Donc oui, effectivement, on a effectivement le GMQ qui est enregistré et oui, tout ça sera utile pour travailler sur les normes et sur les déviations à ces normes. Donc ça fait partie effectivement du projet qui va se poursuivre à la suite de Bebop. Ouais. Et peut-être une autre question technique pour l'équipe Néotech. Il y a 2 caméras à chaque fois par case. Comment vous faites pour finalement combiner les 2 informations et surtout pour ne pas compter 2 fois un même animal ou pour le suivre finalement, là pour le coup, en simplifiant? Parce qu'on sait que c'est une question complexe. Ouais. À l'heure actuelle, donc, pour l'anneau, il y a une caméra de côté, une caméra latérale. Pour l'instant, on n'utilise pas de fusion, on n'utilise que la caméra qui est de face. Et à l'avenir, peut-être sur un autre projet, on pourra essayer de réaliser une fusion. Après, pour les établières, j'ai utilisé. Donc, il y a une caméra qui regarde l'avant de la case et l'autre qui regarde l'arrière. Donc là, je fais une fusion toute simple. En fait, vraiment, j'ai fait une ligne. Donc, ça peut arriver qu'il y ait des images qui soient comptées en double, mais c'est pas très fréquent. Parce que notamment la zone de fusion entre les 2 zones, c'est une zone où ils passent très peu, les animaux. Donc, ils stationnent pas, en fait. Donc, du coup, ça évite d'avoir des doubles comptages pour un animal. Peut-être une autre question, alors un peu plus, voilà, qui est un peu transversale. C'est finalement d'abord une question, qu'apporte ce système-là par rapport à d'autres capteurs qui existent déjà en élevage? Donc, on a cité Activimètre et Collier dans les différents commentaires. Et puis, une question aussi sur finalement de la mutualisation de bases de données d'images pour enrichir le système. Est-ce que ça fait partie des pistes? Peut-être pour la première réponse, la première question, pardon. Qu'est-ce que ça apporte, l'intérêt qu'on voit quand on a imaginé ce projet-là avec des caméras? Donc, c'est d'avoir un système finalement qui est fixé fixé à un moment donné dans le bâtiment et sur lequel on n'est pas besoin d'intervenir dans le sens où on ne fixe pas quelque chose sur les animaux. Donc, on pense que ça gagne du temps finalement de ne pas avoir à réintervenir en posant et déposant les capteurs sur les animaux. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième, c'est de pouvoir accéder peut-être à des comportements qu'on pourrait capter par la vidéo, qu'on pourrait peut-être pas capter avec d'autres types de capteurs et qui seraient relativement intéressants. Donc, on vous a présenté tout à l'heure. Donc, tout reste encore à faire et à aboutir, mais on a des perspectives qui sont assez intéressantes sur l'intérêt de la vidéo. Ouais. Peut-être sur la partie, la deuxième question qui était plutôt à C'était sur finalement quid de collaboration pour étendre la base de données d'images, pour entraîner encore mieux le système ou le mettre à l'épreuve. Est-ce que ça peut être dans les suites? Ça avait été évoqué, Agathe, avec un autre groupe de recherche sur des chèvres ou des moutons, je ne sais plus. Oui, c'est vrai qu'on est en discussion avec un autre projet qui fait l'équivalent de ce qu'on a fait avec des chèvres et avec des éléphants, dans le cadre d'un zoo. Et effectivement, il y a pas mal de discussions à ce sujet-là. Pour le moment, ça va faire partie effectivement des questions qu'on va se poser sur la fin du projet. Là, on en était vraiment strictement à la partie preuve de concept. Mais oui, effectivement, il y a tout un tas d'images qui ont été collectées, qui peuvent présenter de l'intérêt, soit des images brutes, il y a des images annotées qui présentent aussi beaucoup d'intérêt. Voilà, donc il y a beaucoup d'utilisations possibles. Et donc, ça fera partie effectivement des discussions de la fin de projet, de travailler
au sort de ces images-là, quoi, de tout ce matériel finalement qui est extrêmement riche. Hein. Et alors, il y a plusieurs questions, peut-être pour terminer un peu de cette session questions, s'il n'y a rien qui arrive de différent. Il y a plusieurs questions pour étendre finalement les usages. Alors déjà, une question un peu pratico-pratique là, que vous voyez s'afficher finalement. Est-ce que... alors, non, c'est la précédente, mais sur le fait que ça pourrait avoir d'autres usages pour les veuves finalement que le suivi du comportement. Est-ce qu'on peut imaginer finalement un algorithme qui suit le comportement et qui aussi... d'autres informations à l'éleveur. Et puis après, il y a plein de commentaires sur finalement, est-ce qu'on peut utiliser ça pour, par exemple, travailler sur le comportement maternel des mères, sur d'autres sujets finalement que le comportement de notoriant. Il y a effectivement... en fait, finalement, cet outil-là, nous, on l'a travaillé pour le moment dans le cadre du comportement, mais en fait, il y a tout plein d'autres utilisations possibles. On pense, par exemple, à la santé, où quand on regarde en fait les vidéos, l'œil humain est capable aujourd'hui de détecter un animal sur une vidéo qui est en train de tousser, par exemple. Donc, ça ouvre des perspectives, par exemple, par rapport aux troubles respiratoires. Maintenant, il faudra pas mal de travail pour être sûr que l'algorithme est en mesure, lui, de détecter ce type de comportement, d'activité, et ça demande voilà, d'enrichir toute la base d'images au départ, d'annoter toutes ces images-là, d'entraîner l'algorithme pour qu'il soit apte à les repérer, les détecter avec des performances qui soient bonnes. Mais oui, effectivement, ça ouvre un champ qui est assez important. Donc nous, on a pris on s'attaque à un petit bout, hein, et vous avez vu qu'on va dans la partie indicateurs comportementaux commencer par les postures, l'ingestion, la buvée, etc. Mais effectivement, il y a déjà tout plein d'autres comportements qui se présentent à la suite avec beaucoup d'intérêt sur lesquels on a déjà entraîné notre algorithme. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup d'éléments complémentaires qu'on pourrait faire. Donc, on parlait tout à l'heure de travailler la synchronisation entre les animaux, travailler la localisation dans les cases et de savoir s'il y a des zones qui sont moins utilisées et qui pourraient parler à l'éleveur en termes de conditions d'ambiance. Mais il y a effectivement tout plein d'autres éléments, par exemple sur la santé. Voilà, ça demandera de travailler beaucoup pour enrichir en fait la base de données qui comporte les images pour apprendre à l'algorithme à reconnaître ces séquences-là, vérifier qu'il est bon dans ses prédictions avant de pouvoir vraiment déployer ça. Mais oui, effectivement, ça ouvre beaucoup de perspectives assez intéressantes et probablement de choses dont on n'a pas forcément encore idée aujourd'hui. Je peux répondre sur les enrichissements. Est-ce qu'éventuellement on fait une dernière question qui porte sur finalement c'est quoi l'intérêt de cette techno sur le bien-être, et j'ai proposé à Xavier éventuellement de répondre avec un regard éthologiste, et peut-être Agathe si tu veux compléter. En introduction de l'exposé, tout à l'heure, j'ai évoqué comment une expérimentation comparait l'usage des brosses et l'intérêt pour les différents comportements des animaux avec ou sans la brosse. Et comment finalement, alors on peut mettre un capteur sur la brosse, mais on peut aussi observer au travers de ce genre d'outils les changements de comportement. Et on voit bien qu'une des problématiques de l'enrichissement qui est très très forte aujourd'hui dans les différentes productions, c'est qu'est-ce qu'on met comme enrichissement, comment est-ce qu'il faut les renouveler, parce que les animaux peuvent très vite se détourner, ils ont besoin d'une utilisation en fait qui est raisonnée de la part de l'éleveur. Et donc, si ces outils sont assez sensibles, comme les observations que j'avais montrées au début le suggéraient, on pourrait ainsi avoir à quel moment finalement on peut changer les enrichissements, on peut les faire évoluer, au-delà de toutes évidemment les questions d'alerte comportementale, parce que quand un animal est malade, ça se traduit par des changements de comportement. Si un animal se fait taper par les autres, on pourrait imaginer relativement tôt détecter quels sont les souffres-douleurs dans un groupe et commencer à réfléchir, est-ce qu'on doit les garder ou pas. En fait, les applications sont multiples. Même au niveau du groupe, sans avoir à identifier chacun des individus, mais même au niveau du groupe,
on peut détecter les éléments qui sont anormaux et envoyer des alertes. Après, on tombe dans, une fois qu'on a alerté en fait l'éleveur, c'est tout son pouvoir d'action qui est en jeu, parce que s'il doit traiter rapidement une information, comment est-ce qu'il est en jeu? Il y a toute une organisation du travail en fait à intégrer autour de ces nouveaux outils. Et là, c'est un champ important en fonction du facteur humain. Merci Xavier. Agathe, si tu veux conclure la séquence questions. Non, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de questions. On a pas mal encore de questions qui sont dans le chat et on va, à la suite du webinaire, hein, les prendre en charge et vous répondre directement. On va peut-être finalement clôturer cette séquence de questions ici et revenir au diaporama. Merci, Jérémy. Vous dire donc que pour le moment, les avis d'utilisateurs potentiels restent à recenser, hein. C'est quelque chose qu'on va finaliser prochainement. Mais comme vous êtes à peu près 140 ou 150 à avoir suivi ce webinaire, on profite de votre présence finalement pour essayer d'initier finalement cette première consultation, et on vous propose donc de répondre à 3 petites questions autour de cette techno, donc les questions qui vont s'afficher sur votre écran. Voilà, merci Jérémy. Donc si vous descendez, vous allez avoir 3 questions différentes dans lesquelles vous pouvez remplir finalement le texte, votre réponse en texte, hein. Il n'y a pas de choix multiple, c'est vous qui répondez à votre question. Donc la première question, c'est: en quoi cette technologie vidéo d'analyse du comportement des taurillons vous semble utile? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est: selon vous, qu'est-ce qu'il manquerait à cet outil? Et pour finir, c'est: qu'est-ce qui vous pose question ou qu'est-ce qui vous effraie avec ce type d'outil? Donc on va vous laisser 5 minutes pour partager vos réponses dans ce questionnaire. Allez, on vous laisse encore un peu de temps. Ok, je vais vous répondre encore. Ça semble être plus stable. Ah non, il y a encore des réponses qui arrivent. On va laisser encore 2 minutes.
On vous remercie pour vos réponses. Et si parmi les structures, en tout cas si parmi les participants d'aujourd'hui, s'il y a des structures qui sont motivées pour qu'on présente ce type d'outils avec des engraisseurs et qu'on aboutisse finalement à ces questionnements-là, qu'on puisse prendre leur avis sur l'intérêt de la techno, ce qui manque, ce qui leur pose question, etc. N'hésitez pas à vous signaler soit dans le chat, soit à nous mettre un petit mail à la fin du webinaire pour qu'on puisse revenir vers vous. Ce sera avec plaisir qu'on pourrait échanger effectivement avec vous à ce sujet-là. On va peut-être fermer du coup le sondage. Et puis, ouais, je vais te laisser revenir au diaporama, Jérémy. Merci. Agathe, oui. Est-ce que je peux juste t'interrompre pour une question qui nous a touché avec Xavier, sur laquelle voilà, on voudrait juste répondre. Il y a un participant qui vient de demander finalement s'il y a des possibilités d'utilisation sous l'angle du One Welfare. Donc ça reprend un petit peu tes perspectives et forcément ça nous parle. Et ça croise avec des questions, par exemple, qui étaient de l'ordre de est-ce qu'on peut travailler sur, par exemple, l'interaction animale au moment du paillage et ce genre de choses. Ben oui, forcément, ça ouvre aussi ces perspectives-là, puisque finalement, on peut peut-être regarder le comportement de l'animal, voir le comportement de l'homme aussi, même si ça pose peut-être plus de questions avec ce type de technologie. Voilà. Merci pour vous. Complément. Une belle question. Oui, vous avez faire un commentaire. Alors d'abord pour mentionner que finalement Bebop là s'inscrit dans les réflexions du RMT parce que c'est clair que c'est une réflexion pluridisciplinaire sur à la fois le bien-être de l'animal et le bien-être de l'éleveur. On l'a vu au travers des questions. Bien-être de l'animal, donc on a déjà un peu répondu sur des perspectives que ça pourrait avoir. Et la question du bien-être de l'éleveur, en fait, ça touche à sans doute une question de fond, c'est quoi bien faire son travail quand on est éleveur et en quoi ces technologies peuvent améliorer la qualité du travail que l'on veut faire, avec notamment un éleveur qui est sollicité de toutes parts, qui travaille énormément, qui doit faire arbitrer des choix. Et on peut penser que des technologies qui facilitent l'observation permettent de mieux gérer en fait son temps et des tâches d'astreinte et d'autres choses. Donc il y a des avantages dans ce sens-là. Mais après, on voit aussi que tout le monde n'est pas fait pour utiliser de nouvelles technologies. Il y a des gens qui ont des robots de traite et qui arrêtent parce qu'ils sont tout le temps sollicités par les alertes. Donc il y a en fait une vraie réflexion autour de l'utilisation. C'est vrai aussi si l'idée que les tâches d'astreinte comme l'observation renforce la relation homme-animal, des gens qui s'éloigneraient des animaux pourraient ne pas retrouver leur compte dans ce métier-là, alors que d'autres, au contraire, trouveraient cette technologie très valorisante, très up-to-date du métier. Donc la réflexion sur le One Welfare, elle est omniprésente dans nos têtes, je pense, dans la conception du projet, parce que toute technologie a ses avantages et ses limites. Et c'est un très très bon exemple, je crois, des réflexions qu'on peut avoir dans le One Welfare. C'est un joli complément. Merci Xavier, puis merci pour cette question, effectivement. En guise de conclusion, peut-être vous dire, donc là, vous avez pu découvrir le travail qui est engagé avec ce projet Bebop. Donc, vous avez vu donc une technologie qui présente des performances qui sont prometteuses, avec des perspectives d'analyse des comportements qui sont un peu plus complexes, voilà, qui sont particulièrement intéressants et qui, même si elles restent en perspective, ouais, c'est des perspectives qui sont intéressantes à devenir. On voit que finalement la vitesse là de développement des outils numériques, il laisse penser que ce type d'outils, il pourrait devenir suffisamment performant pour trouver sa place en élevage, à la remarque près que vient de faire Xavier, en complément évidemment de l'observation des éleveurs. Donc vous l'aurez compris, là on a parlé de preuves de concept, donc ça veut dire qu'on a testé sur un certain nombre de comportements, on n'est pas allé au bout surtout, hein, et évidemment la partie logistique qui est nécessaire, voilà, pour disposer d'un système qui soit installable facilement, fonctionnel, sécurisé, sans trop de maintenance, tout ça, ça reste encore à développer.
Alors, je voulais aussi attirer votre attention sur le fait que la qualité de ce type de dispositif, elle dépend finalement de beaucoup de paramètres. Par exemple, la diversité des séquences qu'on a annotées, la qualité de la notation qu'on a réalisée, la qualité des algorithmes qu'on a générés, la qualité de la vérité terrain qui sert aussi à comparer les performances de l'algorithme. En tout cas, le développement de ce type, d'outils, c'est un processus qui est long et qui est, particulièrement, méticuleux et on voit que toutes les étapes finalement sont utiles et importantes. Et ce projet Bebop là, c'est un projet qui est, multi-compétences. Il a fait appel et vous l'avez vu, à la fois à de l'expertise éthologique, mais aussi, à de la mise au point technique, à des validations, scientifiques, au développement informatique et cetera. Donc, j'en profite, hein, pour remercier les partenaires, de ce projet pour leur investissement dans ce beau programme. Et pour ceux, voilà, qui ont enfin, on a pu là discuter de ce projet, vous avez compris que l'objectif effectivement, c'est de contribuer à évaluer le bien-être, en tout cas le comportement des animaux en continu et pour ceux qui ont évoqué au début, des craintes, vis-à-vis de l'IA, dans le premier sondage, je crois qu'on a envie de dire que, l'IA finalement, c'est un outil, et à nous en fait de le rendre à nous tous, hein, de le rendre profitable aux éleveurs, et à leur filière, quoi. Je profite, donc de cette dernière diapo pour vous remercier pour, votre participation. Je vous invite à suivre les développements qui seront faits autour de ce projet sur notre site et sur les sites de nos partenaires. Donc, vous voyez le partenariat en bas. On remercie évidemment, nos financeurs, hein, le CASDAR pour l'appui à ce projet. On a été absolument ravis de vous accueillir, aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de questions, c'était très riche et donc on vous remercie pour votre, participation et on va simplement finir par un petit sondage de satisfaction, avant de vous remercier une nouvelle fois pour votre participation et clôturer ce webinaire. Jérémy, je te laisse, la main si tu as un sondage, pour terminer sur la participation. On ne t'entend pas, Jérémy, mais du coup, voilà, on vous laisse apporter vos dernières réponses par rapport à la satisfaction sur ce webinaire. Et on vous remercie évidemment pour votre participation et les jolies questions que vous avez pu partager. Merci également évidemment à tous les intervenants d'aujourd'hui. Merci à tous et bonne fin de journée pour ceux qui ont déjà fini de compléter le questionnaire. Alors, on va laisser le temps de compléter pour ceux qui ont encore des réponses à apporter aux questions. J'ai l'impression que c'est plus stable. Oui, je mets fin au vote. Ok, en tout cas, merci à tous pour votre participation à cet événement.